Voici le dernier processeur Intel i5. En fait, le i5 est probablement un peu une explosion pour moi pour Intel car il s'appelle désormais Core Ultra 5245K. C'est le nouveau meilleur i5 que vous puissiez obtenir. Et vous savez quoi? Le i5 est vraiment très puissant de nos jours. Donc la question que je me pose est de savoir à quel point ce i5 245K est bon par rapport au 14600K. Parce que c'est la 14e génération d'Intel, la dernière génération. AMD 7800X3D, l'un des meilleurs processeurs de jeu qui existent. Mais si vous vous attendez à voir des tests de jeu ici, désolé de vous décevoir. Nous allons examiner leur performance pour les créateurs et quelles améliorations avons-nous réellement obtenues par rapport à la dernière génération. Découvrons-le. Cette partie de la vidéo vous est présentée par Strike Panorama, le premier refroidisseur de processeurs au monde avec écran AMOLED incurvé en forme de L, mais ce n'est pas seulement pour le look, le refroidissement est incroyable. Regardez notre vidéo sur la façon dont nous avons pu overclocker l'Intel Core Ultra 9285K avec ce refroidisseur exact. Et ce n'était même pas pour maximiser les performances de refroidissement. Regardez notre test pratique et les performances de refroidissement avec le panorama dans la description de la vidéo ci-dessous. J'ai essayé de travailler avec AMD pour obtenir les échantillons du Ryzen 9000. Mais juste pour que vous le sachiez, AMD travaille un peu différemment en coulisses. Où il semble qu'AMD n'a pas autant d'échantillons qu'Intel, ce qui donne l'impression que certaines chaînes sont biaisées par Intel, mais c'est juste parce qu'elles n'ont pas d'échantillons AMD, même si les processeurs AMD peuvent parfois et parfois la plupart du temps surpasser les processeurs Intel. Alors AMD, s'il vous plaît, pouvons-nous obtenir des échantillons du Ryzen 9000 afin que nous puissions réellement présenter le public? Quelle est la qualité du 9000 par rapport au Core Ultra? Ok, maintenant la comparaison des spécifications, qui peut être. C'est un peu ennuyeux parfois, mais si vous regardez de plus près, vous pouvez voir où ils ont gagné en performance. Comme vous pouvez le voir, la fréquence turbo maximale a baissé de 100 MHz. De plus, ce qui a diminué, ce sont les threads. Nous avons maintenant un processeur à 14 cœurs et 14 threads, soit 8 cœurs P plus 6 cœurs. Les cœurs P n'ont plus de multithreading. Mais nous regardons ensuite la fréquence de base et c'est là que nous voyons la plus grande amélioration en termes de spécification, de 3,5 GHz sur le 14600K à 4,2 GHz. Cela représente une augmentation de 700 MHz. Si vous regardez la fréquence de base du cœur E, elle s'est en fait améliorée d'1 GHz, passant de 2,6 à 3,6 GHz. C'est vraiment incroyable, et comme vous le verrez dans une minute dans les benchmarks, les cœurs E sont le véritable facteur clé à partir duquel Intel a obtenu la plupart de ses performances. Une autre chose qui a changé, ce sont les voies PCIe. Nous avons maintenant 24 voies, pas seulement 20. Nous sommes donc en phase avec AMD, plus de support DDR4. Et nous avons. Intel a également augmenté la taille du cache. La puissance turbo maximale est d'environ 125 watts de base, et puis le turbo est de 159 selon Intel. Mais j'ai trouvé des résultats légèrement différents en une minute. l'IGPU a également été amélioré, ce n'est plus le 770 $ américains, mais le processeur graphique Intel XC qui vient des processeurs mobiles de dernière génération. Mais c'est maintenant aussi sur le processeur. Maintenant, il est intéressant de noter qu'Intel utilise en fait le nœud de TSMC. Et si vous regardez le site web Arc d'Intel, vous pouvez en fait voir qu'Intel essaie de cacher un peu cela. En regardant depuis la 14e génération, vous pouvez voir que la lithographie est juste au-dessus de toutes les autres spécifications d'Intel. Vous savez, il voit la date de sortie et ensuite la lithographie est là, disons, dans Intel 7, par exemple. Mais maintenant, cette ligne de lithographie a en fait été déplacée plus bas. Donc c'est un peu comme caché entre les spécifications. Et nous utilisions juste TSMC. Donc si un client vient chez Intel et dit « Alors quel wafer utilisez-vous réellement pour fabriquer vos puces ?» Intel est comme TSMC. Donc apparemment jusqu'à ce qu'Intel puisse. Ils ont recours à leur propre LA18, je pense que c'est leur propre wafer, ils vont chez leurs concurrents, TSMC, et achètent le wafer de là-bas, puis fabriquent réellement les puces, ce qui est un peu alarmant pour moi, car maintenant TSMC fabrique ses puces pour tous les marchés. Si vous voulez vérifier les derniers prix de ces processeurs, regardez-les dans la description vidéo ci-dessous. Mais aussi, je vous recommande vivement de consulter la revue Core Ultra 9 que j'ai faite récemment, car j'y approfondirai un peu plus certaines choses et certains aspects du processeur que je ne vais pas faire dans cette vidéo, juste pour garder cela un peu plus condensé. En termes de configuration du banc d'essai, qui est très important, ce que je fais légèrement différemment de pratiquement tous les autres canaux.
et ce qu'Intel me recommande également de faire, mais je me dis, non, ce n'est pas bien. Nous avons donc la plateforme AMD AM5, la plateforme Intel LG A1700 et la plateforme Core Ultra. En termes de carte mère, AMD obtient la X870E Pro Arte Creator Wi-Fi, Intel obtient la Sorox Z90PG Nova et le Core Ultra obtient la Gigabyte Z890 Aorus Elite X-Ice. Toutes utilisent des RTX 1490, et le système d'exploitation et le lecteur de projet ont été séparés, et j'utilise un Samsung 980 Pro pour le lecteur de projet. Toutes les plateformes utilisent un I/O de 360 mm pour leur meilleur refroidissement optimal. Pas de cryogénie thermique, en s'assurant que toute la chaleur est très bien transférée de l'IHS au refroidisseur, et que les processeurs sont bien frais. Mais la plus grande différence réside dans la vitesse de la RAM. J'utilise en fait la vitesse de mémoire des paramètres par défaut fournis par Intel ou AMD pour leur plateforme, ce qui signifie que la deuxième génération est de 4800, la 13e et la 14e génération sont de 5600 mégatransferts par seconde, le Ryzen 7000 est de 5200 mégatransferts par seconde, le Ryzen 9000 est de 5600 mégatransferts par seconde. Le Core Ultra est capable de réaliser 6400 mégatransferts par seconde. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'IMC et sur la manière dont fonctionne cette plateforme Core Ultra avec contrôleur de mémoire, consultez la revue Core Ultra 9. Tout d'abord, à propos du contrôleur de mémoire, il y a un petit astérisque à ce sujet, et je vais aller un peu plus loin dans le Core Ultra 9, mais je veux également le mentionner dans cette vidéo, car c'est très important. Plus vous remplissez de DIMMs sur votre carte mère, qu'il y en ait 2 ou 4, plus c'est difficile pour le contrôleur de mémoire et le support de mémoire officiel diminue en fait en vitesse. C'est pourquoi nous avons les petits astérisques, mais le Core Ultra 9 ou le Core Ultra 200S est en fait encore plus compliqué que la génération précédente car ils ont introduit une nouvelle barrette de RAM que vous pouvez obtenir en CUDIMM, qui a également différents types de vitesses de mémoire prises en charge officiellement sur différentes choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Intel, lors de leur briefing et dans les critiques, dit en fait que leur point idéal est d'environ 8000 MHz, ce qui est une vitesse ridicule. Mais le fait est que cela ne fait en fait pas partie de leurs propres spécifications, comme ils le disent sur le site web. Je teste donc ensuite la configuration de base que j'ai sur le site web. J'ai 64 Go de Kingston Fury Renegade, 64 Go de RAM. Ce n'est pas un CUDIMM en fait, c'est un UDIMM normal, qui est également en théorie hors des paramètres d'origine. Mais il est tout à fait normal que cette configuration de bande d'essai présente réellement les différentes générations de processeurs et leurs contrôleurs de mémoire et comment la vitesse est liée à cela. Si vous voulez overclocking, allez voir le test du Core Ultra 9 si vous voulez en savoir plus. Maintenant, la consommation d'énergie, car c'est l'un des principaux éléments qu'Intel a mentionné et mis en évidence dans son briefing. Le 245K tire 135 watts de la prise lorsque les paramètres d'origine d'Intel ont été appliqués. Par paramètre par défaut, j'entends le profil de performance, car Intel propose désormais différents profils de performance pour les processeurs et tous ne sont pas disponibles pour tous les processeurs. Par exemple, le Core Ultra 9 dispose de 3 profils de performance de base et extrême. Le Core Ultra 5 n'a que les profils de base et de performance, ce qui déplace un peu les limites PL1 et PL2, ce qui signifie essentiellement un peu plus de puissance dans les profils extrêmes ou de performance et un peu plus de puissance sur les profils de base. Mais je les teste avec les spécifications Intel, mais les spécifications Intel les plus performantes. Si vous voulez voir quelle est la différence entre tous ces différents profils, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, car cette vidéo sortira très bientôt. Vous ne voulez pas manquer ça. Intel dit en fait que ce processeur devrait tirer plus de 135 watts. Officiellement, il devrait tirer 159 watts, mais je ne vois jamais cela être tiré. Et c'était le même cas avec le 14600K. Je n'ai jamais vu les 181 watts qu'Intel disait tirer. Nous n'en voyons que 167 sur le 14600K, ce qui représente 23,7% de puissance en plus que le Core Ultra 5 245K. Le 7800X3D tire 89 watts du socket, soit 34% de moins qu'Intel. C'est assez impressionnant. Alors maintenant, en regardant le Zen Bench R24 et les performances ultimes du processeur, nous pouvons voir que le 14600K est environ 8,3% plus lent en score monocœur et environ 9,3% plus lent en score multicœur. Ce qui est très impressionnant en raison de la consommation d'énergie. Rappelez-vous, nous avons eu une consommation d'énergie inférieure d'environ 24%, mais des performances supérieures d'environ 10%,
ce qui est un très bon résultat. Ce que nous voulons voir, c'est que le X3D est environ 16,5% plus lent dans le score monocœur, mais environ 27% plus lent dans le score multicœur. Maintenant, gardez à l'esprit que le Ryzen 7000 est en fait en concurrence avec la 12e génération d'Intel, qui est un peu plus ancienne. Donc, ce que j'ai ici d'AMD est en fait un processeur plus ancien, et j'aimerais avoir un Ryzen 9000, mais j'espère que nous pourrons bientôt les mettre à jour également. Geekbench 6, le 14600K est environ 5,5% plus lent dans le score monocœur et environ 4,6% plus lent dans le score multicœur. Le X3D est 9,3% à 18,4% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. Maintenant, en termes d'IGPU, si vous voulez voir la différence de performance, allez voir la vidéo du Core Ultra 9. En termes de Photoshop et de benchmarks réels pour les créateurs, le 14600K est 1,4% plus rapide dans le score Photoshop global par rapport au 245K. Que se passe-t-il ici? Eh bien, cela ressemble à des performances réelles. Nous ne gagnons pas beaucoup, et le 7800X3D est 5,4% plus rapide. Donc l'AMD, qui est un processeur assez ancien. En fait, le processeur Intel est plus rapide que le Core Ultra, qui est beaucoup plus récent, avec un processeur plus récent de plusieurs années. Et Intel a toujours été la force dominante dans Photoshop aussi longtemps que je me souvienne. Mais maintenant, la situation semble changer. Passons à PG Bench pour Lightroom classique, et nous pouvons voir une histoire et un modèle intéressant se développer. Le 14600K est fondamentalement à égalité avec le 245K. Le score actif est 11,3% plus rapide, mais le passif est environ 4,8% plus lent. Le 7800X3D est environ 15% plus lent dans les scores globaux, donc à peu près à égalité avec le 4,8% plus rapide que l'AMD. Passons au montage vidéo et à Adobe Premiere Pro. Le 14600K n'est que de 3 à 5% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Ce n'est pas du tout impressionnant. Gardez à l'esprit que la fréquence de la RAM est en fait 800 MHz plus rapide sur le Core Ultra par rapport au 14600K. Et si vous regardez les scores du Goplan, le 14600K est en fait 6% plus rapide. Je pense qu'il y a une sorte d'erreur de pilote, même si j'utilise le dernier pilote, mais en raison de l'IGPU amélioré sur la série Core Ultra 200, j'aurais supposé que le Goplan est en fait meilleur en raison du matériel amélioré sur l'IGPU. Le 7800X3D est environ 16 à 17% plus lent dans les scores étendus et standards. Le 14600K est fondamentalement au même niveau que le 245K. Le score du GPU, oui, est un peu plus rapide, mais le score global est à peu près le même. En fait, le 14600K semble légèrement plus rapide. Le 7800X3D est environ 6,7% plus lent dans le score global. Donc Ryzen n'est pas tellement en retard. Ensuite, le bon PG pour DaVinci Resolve et le 14600K est environ 5,5% plus rapide dans le score global. La version standard étendue est légèrement inférieure et la version de base est 0,5% plus rapide. Et c'est parce que la version de base utilise la version gratuite de DaVinci Resolve, ce qui signifie que, vous savez, une partie du matériel n'est pas utilisée et que le PC réel est limité dans ce qu'il peut faire. Mais plus important encore, le score Goplan est 34% plus rapide sur le 14600K dans les scores standards et 21,7% plus rapide dans le score étendu, ce qui commence à me faire penser qu'il y a une sorte de problème de pilote ou que le logiciel ne peut pas utiliser pleinement le nouveau IGPU qui se trouve sur la série Core 200S. Le Ryzen est environ 3,5 à 6,7% plus lent dans les scores globaux N. En fait, nous sommes loin d'être à la hauteur d'Intel. Et maintenant, le rendu 3D est tout d'abord Blender. Le 24600K est environ 3,7% plus lent dans la scène du monstre, 2% plus rapide dans la scène de jonction et environ 7,3% plus lent dans la scène de la salle de classe. Nous pouvons donc voir que le 245K a réellement amélioré les performances 3D et réduit la puissance, ce qui est une très bonne nouvelle. Le Ryzen est environ 14 à 18% plus lent dans ses scènes de rendu. Intel semble donc avoir une main très forte dans le rendu 3D. Et c'est la même histoire ici dans V-Ray. Le 14600K est environ 5,7% plus lent et le 7800X3D est environ 19% plus lent. Intel semble donc avoir une main assez forte en ce qui concerne le rendu du processeur. En termes d'efficacité, le 245K a une main assez forte car si vous vous souvenez, il utilisait beaucoup moins d'énergie que ses processeurs Intel. Donc,
En conclusion, qu'est-ce qui a réellement changé et vaut-il la peine de passer au 245K? Que pense Intel? Que se passe-t-il? Tout d'abord, il s'agit de la nouvelle génération de processeurs d'Intel. Et c'est pourquoi le nom a également changé, car ils ont beaucoup changé d'architecture. Ils ont transformé toute une. Il y a beaucoup de pièces différentes dans les CPU. Et c'est pourquoi les CPU n'ont plus pu évoluer. C'était la fin de cette architecture. C'est tout. Maintenant, nous avons des CPU basés sur des tuiles. Ils s'éclaboussent et collent ensemble différentes parties de différentes choses. C'est beaucoup plus efficace en termes de production, ce qui devrait nous coûter moins cher à l'achat, ce qui est une bonne nouvelle. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais pour l'instant, à ce stade, il y a une petite mauvaise nouvelle, c'est que le 14600K n'a pas encore l'air si mal. Et la nouvelle génération ne semble certainement pas être une mise à niveau digne d'intérêt lorsque vous êtes sur la 12e, 13e, 14e génération. Donc le Core Ultra 200S est plutôt destiné aux personnes qui sont sur la 11e génération ou avant pour passer à la nouvelle plateforme. Donc pour moi, le meilleur rapport qualité-prix pour les créateurs en ce moment est la plateforme Intel LGA 1700. Et j'avais raison à ce sujet il y a 2 mois ou même plus lorsque je réalisais et publiais mon meilleur rapport qualité-prix. Guide du PC créateur de Buck, que vous pouvez trouver dans la description vidéo ci-dessous dans chaque vidéo. Cela vous conduit toujours au dernier guide de construction. Et là, j'explique ce que je ferai comme dernier PC créateur au meilleur rapport qualité-prix. Et maintenant que la série Core Ultra 200S est sortie, la génération précédente est en quelque sorte encore plus abordable. Espérons qu'Intel baissera les prix et ne maintiendra pas le niveau. Il y a une autre chose qui a changé sur la série Core Ultra 200S, c'est l'IGPU qu'Intel pousse et dit que c'est le premier CPU qui prend en charge l'accélération matérielle sur le nouveau codec Sony XAVCH. J'ai posé la question à Intel parce que cela ne figurait dans aucun des briefings, aucun des documents, parce que les gens pensent que ce n'est pas important pour moi. C'est très important parce qu'ils disent que maintenant, soudainement, nous avons une accélération matérielle pour certains nouveaux codecs que Sony a ajoutés à sa gamme. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que le même codec est désormais pris en charge sur tous les IGPU de la 11e génération d'Intel. Donc, même si vous avez un CPU de la 11e génération qui a l'IGPU, pas une variante F, rappelez-vous que le même codec est pris en charge sur toute la série jusqu'au Core Ultra 200S, ce qui ne rend pas le Core 200S encore plus attrayant. C'est juste. Il dit que la génération précédente prend également en charge cela. Ce n'est donc pas vraiment une nouveauté pour les créateurs du côté des IGPU. Maintenant, en comparant Intel à AMD, si vous faites du montage vidéo et de la retouche photo et que vous n'êtes pas les codecs H264 ou 5, je pense qu'AMD a également une option très solide car la plateforme AM5 semble prendre en charge de nombreux processeurs différents et le chemin de mise à niveau semble être un peu plus simple par rapport à Intel, même si Intel publie en fait plus de processeurs pour la même plateforme, si cela a du sens. AMD a vraiment amélioré le jeu dans l'édition de photos. AMD est fondamentalement meilleur maintenant dans l'édition vidéo. Intel est meilleur si vous utilisez l'IGPU et que vous utilisez réellement l'accélération matérielle de lecture, alors Intel est là-haut, mais sinon, AMD semble très tentant, alors AMD, s'il vous plaît, pouvons-nous réellement examiner tous ces processeurs afin que nous puissions leur montrer pleinement lequel est le meilleur pour vous faire prendre la meilleure décision d'achat pour votre PC de créateur, donc je reste avec ça. C'est agréable de voir de nouvelles choses et toute la nouvelle architecture et la nouvelle direction qu'Intel pousse, mais pour l'instant, les performances ne semblent pas aussi impressionnantes, ce qui est un peu la même histoire que celle que vous avez vu certains des autres critiques parler de Ryzen 9000. Alors avez-vous atteint le sommet de comment et où la technologie peut se développer et maintenant nous allons juste mettre de l'IA sur tout et faire des trucs d'IA? Je ne sais pas, faites-moi savoir ce que vous en pensez.